Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un vlog, pour être plus précise, et ça va être un vlog un petit peu différent de d'habitude puisque vous êtes probablement peut-être au courant ou vous vous en doutez, en tout cas si vous regardez mes vidéos et mes dernières vidéos, en ce moment j'ai un peu une passion pour Hannah Arendt, je ne lis que ça et je n'ai envie que de lire que ça, et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un vlog centré sur Arendt, donc en fait cette semaine d'essayer de ne lire que des textes d'elle et de vous en parler au fur et à mesure. Ça peut être à la fois l'occasion pour moi d'avoir une expérience de lecture un petit peu différente parce que c'est vrai que la relation, le rapport qu'on entretient avec un penseur, une penseuse ou un écrivain, une écrivaine quand on ne lit que cette personne sur une période donnée est pas tout à fait le même que quand on espace et qu'on intercale les lectures de cette personne avec d'autres lectures. Moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait en plus, donc je me dis que ça peut être l'occasion, et puis pour vous ça sera aussi peut-être l'opportunité de découvrir à travers cette vidéo Arendt au fur et à mesure des lectures que je vais donc faire, et ça vaut le coup parce que Arendt c'est intéressant, il faut découvrir Arendt, il faut lire Arendt. Donc là du coup en début de vlog je vais faire un peu un point avec vous sur ce que j'ai déjà lu parce que comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, en ce moment j'ai un peu une passion pour Arendt, donc je ne lis un peu que ça depuis début du mois de mai. Donc il y a eu déjà l'impérialisme, second volume des origines du totalitarisme, dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, donc je vais pas revenir dessus ici, vous redévelopper des choses ici dessus parce que tout ce que j'avais à dire je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, donc je vous laisserai aller voir si jamais ça vous intéresse, mais je le mentionne parce que je l'inclus un petit peu dans cette expérience, dans cette aventure livresque, puisque c'est un texte de Arendt et je l'ai lu il y a 2 semaines il me semble, et sinon ces derniers jours, voire ces 2 dernières semaines, j'ai déjà lu 3 textes, donc il y en a 2 que j'ai terminés et 1 que je suis en train de lire, et ce ne sont vous voyez, que des textes de Hannah Arendt, donc je vais vous en parler ici, maintenant en fait. Donc le premier c'est un peu comme l'impérialisme, c'est-à-dire c'est un peu un livre que je rapatrie dans cette vidéo parce que je l'ai lu il y a 1 semaine et demie, mais comme c'est Hannah Arendt et que je vous en ai pas encore parlé, je me dis que c'est l'occasion de vous en parler là dans cette vidéo. Donc c'est Considération morale, qui est un très court texte, un très court essai qui est paru qui a été écrit parce qu'il est paru je crois à titre posthume, ça fait partie des nombreux textes de Arendt qui ont été exhumés après sa mort et qui ont été publiés donc après sa mort, mais qui a été rédigé 10 ans après Eichmann à Jérusalem. Et il faut savoir que, même si je reviendrai probablement dessus dans cette vidéo, Eichmann à Jérusalem, donc le procès Eichmann et l'écriture ensuite de Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal, ça a vraiment été une période de rupture, une période extrêmement importante dans la construction philosophique et l'œuvre philosophique de Arendt, puisque c'est déjà quelque chose qui va réaiguiller totalement ces thématiques autour de questions de pensée, de volonté, de jugement, qui étaient bien évidemment déjà présents, mais de manière beaucoup moins prégnante dans les textes d'avant Eichmann à Jérusalem que ce ne sera le cas après. C'est vraiment quelque chose qui l'a marqué en fait, ce procès à Eichmann. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent on connaît Eichmann à Jérusalem parce que avec la condition de l'homme moderne et les origines du totalitarisme, c'est un peu les textes les plus connus de Arendt, donc des textes qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait lu ou qu'on n'ait pas lu Arendt, qu'on connaît forcément, et on sait aussi toute la polémique que Eichmann à Jérusalem a suscité, mais on n'a pas forcément à l'esprit et on ne sait pas forcément que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été le coup d'une fois en fait pour Arendt, alors même que quand on présente encore une fois Eichmann à Jérusalem, on peut avoir l'impression que voilà, c'est un livre qui est assez provocateur, assez ironique, et donc ça a été le coup d'une fois, mais pas du tout. Ce qu'elle défend dans Eichmann à Jérusalem, c'est-à-dire cette thèse centrale sur la question de la banalité du mal, sur laquelle on va revenir parce que c'est le sujet de cet essai, c'est quelque chose qui va ensuite influencer durablement jusqu'à la fin de sa vie la pensée de Arendt et le regard que Arendt porte sur, encore une fois, des questions de pensée, de jugement, etc. Et donc c'est aussi la thématique principale des Considérations morales, qui est un livre dans lequel Arendt essaye de décortiquer, d'expliciter ce qu'elle entend par l'expression banalité du mal. En fait, quand Arendt parle de banalité du mal, ce qu'elle défend, c'est cette idée que contrairement à ce qu'elle avait défendu dans les origines du totalitarisme en parlant de mal radical, le mal, ça n'est pas quelque chose qui prendrait germe en profondeur dans l'individu, mais au contraire quelque chose qui se caractérise, qui se définit avant tout par une très grande superficialité. Et en fait, le terme de banalité, c'est un terme qui
renvoie à cette idée de superficialité. Donc le banal, ça n'est pas, et ça c'est assez important, ça n'est pas le commun, c'est-à-dire quelque chose qui est banal, en tout cas quand Arendt l'emploie, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui arrive souvent, qui arrive fréquemment. Ça ne veut pas non plus dire du coup que nous serions tous des Eichmann en puissance, de même que toutes les bureaucraties du monde ne sont pas des bureaucraties nazies en puissance. Donc ça c'est un contresens qu'il ne faut pas faire, parce que si on part du principe que en employant le terme de banalité, on renvoie à l'idée de commun, à l'idée de fréquence, eh ben, on a une idée fausse en fait de ce qu'est le terme de banalité du mal, qui de ce fait n'est pas un terme qui vise à qualifier de manière quantitative, mais de manière qualitative. La banalité, ça renvoie, je vous l'ai dit au début, à cette idée de superficialité. En fait, pour Arendt, le mal n'est pas radical parce que le mal n'est pas quelque chose qui, dans lequel le sujet va s'investir, dans lequel il va investir son jugement, sa pensée, etc. La radicalité renverrait à ça, à cette idée de, eh bien quand je fais le mal, je veux ce mal, je conscientise ce mal, je rationalise ce mal, il m'habite en fait de tout mon être et en profondeur en fait dans mon être. Alors que pour elle au contraire, ce qui fait que des gens comme Eichmann sont possibles et ce qui fait que le mal est possible, c'est que nous avons une capacité à nous désinvestir totalement de nos actions, à ne pas juger ce que nous sommes en train de faire, à ne pas investir, encore une fois, notre faculté de jugement, notre faculté de pensée, et donc, et c'est ce qu'elle défend dans Considération morale, il y a une relation extrêmement forte entre le mal et la pensée, et plus qu'une relation extrêmement forte, il y aurait cette idée que l'un exclut l'autre, c'est-à-dire que si je pense, si je m'investis, si je juge ce que je suis en train de faire, eh bien, je vais me rendre compte que eh bien, ça n'est pas bien, tout simplement, et donc je ne vais pas le faire. Donc, c'est assez difficile, en fait, d'expliquer, parce qu'il y a quelque chose de presque paradoxal dans cette idée, mais le mal suppose de ne pas penser, de se refuser à penser. Et c'est pour ça que quand elle parle de Eichmann, quand elle dit que Eichmann est superficiel, elle ne dit pas qu'Eichmann est bête. Au contraire, elle voit bien que c'est quelqu'un qui est intelligent, mais c'est quelqu'un qui, dans tout le processus nazi, à aucun moment ne s'est investi, au sens, encore une fois, du jugement, de la pensée, etc., dans ce qu'il était en train de faire. Et ce qui la marque beaucoup et ce qui appuie en fait cette thèse dans le procès Eichmann, et peut-être que c'est aussi ce qui l'amène à développer cette idée, c'est à quel point le vocabulaire de Eichmann est un vocabulaire très stéréotypé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a finalement intégré les codes sociaux, et elle montre aussi à quel point on a une sorte de... Eichmann à l'époque nazie n'est pas le même, et en même temps tout à fait le même que le Eichmann du procès, c'est-à-dire que les codes ne sont plus les mêmes, il y a un nouveau code pénal entre-temps, donc avant on avait le droit de faire ça, aujourd'hui il ne faut plus faire ça, eh bien il s'y adapte, mais encore une fois, sans vraiment s'investir en fait. Il dit ce qu'il faut dire, ce qui est attendu, et en fait ce qu'il dit, ça n'est que du recrachage d'idées qui ne sont pas les siennes, de réflexions qui ne sont pas les siennes, et en fait pour elle c'est vraiment ce qui matérialise dans le cas de Eichmann cette superficialité, et donc le fait que le mal, encore une fois, n'est jamais un mal radical, mais un mal banal, banalité entendue au sens de superficialité, de refus de s'investir. Donc ce livre en ça est vraiment hyper intéressant parce que il permet, notamment parce qu'il a été écrit 10 ans après, de revenir sur cette thèse et de peut-être éviter certains contresens qu'on pourrait avoir à la lecture de Eichmann à Jérusalem. Et il y a aussi une partie que j'ai trouvée hyper intéressante dans Considération morale, où elle reprend des thèses assez anciennes. Arendt aimait beaucoup, de ce que j'ai compris en la lisant, aimait beaucoup la philosophie grecque, comme beaucoup de gens en philosophie, et donc elle va reprendre en fait des thèses qui datent de Platon sur est-ce que l'homme, l'être humain est unique, ou est-ce que nous sommes doubles? Vous savez que souvent on se dit il y a à la fois ce que moi je suis et la manière dont les autres me perçoivent. Donc la vie sociale fait émerger dans la définition de sujet, dans ce qu'est le sujet, une forme de dualité, de pluralité. Et en fait Arendt, elle, s'inscrit plutôt dans la thèse platonicienne, quand Platon dit
que la pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même, en disant qu'en fait cette dualité, cette pluralité, elle ne naît pas dans mon rapport à l'autre, elle l'est en tant que telle. Être sujet, c'est forcément être double, puisque c'est à la fois avoir une capacité d'action, donc c'est agir dans le monde, c'est faire des choses, et avoir également une capacité de réflexion, une capacité de jugement sur ce que je suis en train de faire. Et là, vous voyez qu'on retrouve des thèmes qu'on a déjà abordés avant sur la réflexion, le jugement, etc. Donc c'est ces deux dimensions de l'être humain qui font que nous sommes intrinsèquement pluriels, et donc, et c'est là où c'est hyper intéressant, il peut naître, en tout cas se pose la question de l'harmonie. Comment rester en harmonie avec moi-même? Et ce que dit Arendt, c'est que pourquoi Eichmann ne juge pas ce qu'il fait, même a posteriori, pourquoi alors même que tout est déjà plié, c'est-à-dire qu'il est à son procès, il sait que c'est déjà terminé, donc la défense qui vise à ne pas reconnaître ce qui a été fait, à ne pas admettre ce qui a été fait, n'est pas une défense pragmatique, de toute façon il sera condamné. Donc il aurait tout intérêt à être plutôt dans reconnaître, dans admettre ce qu'il a fait, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a cette dualité, parce qu'il y a cette pluralité intrinsèque du sujet, et donc si Eichmann commence à reconnaître ce qu'il a fait, à émettre un jugement sur ce qu'il a fait, eh bien, il n'y aura plus d'harmonie, parce qu'il sera à la fois celui qui a agi, qui a fait cela, et en même temps celui qui émet un jugement sur cela et qui réalise que ce qu'il fait est grave, est inadmissible, etc. Et il y a toute une partie des considérations morales qui est centrée là-dessus, dans lesquelles elle revient vraiment sur cette thèse, et elle reprend d'ailleurs une phrase de Socrate qui est assez intéressante à la lumière de ce que je viens de vous expliquer et de ce que du coup elle développe dans ce texte, où Socrate dit qu'il préférera toujours être celui qui a été offensé plutôt que celui qui offense. Et c'est une phrase qu'on pourrait comprendre un peu d'une manière chrétienne, je dirais, un peu à la quand il faut tendre l'autre joue, la phrase du Christ, mais qui en fait doit se comprendre à la lumière de ce qu'on a expliqué juste avant sur cette dualité intrinsèque du sujet. Pourquoi c'est pire d'être celui qui offense? Parce que celui qui offense aura toujours le risque de ne plus être en harmonie avec lui-même. Parce que si un jour il admet ce qu'il a fait, il émet un jugement sur ce qu'il a fait, eh bien il y aura une sorte de distance entre celui qu'il est, celui qui agit, et en même temps celui qui se regarde agir et qui ne peut pas cautionner ce qu'il vient de faire. Donc ça a vraiment été un livre hyper intéressant qui, je pense, est pas mal aussi pour préparer la lecture d'Eichmann à Jérusalem. Je ne l'ai pas dit pendant cette vidéo, mais je n'ai pas encore lu Eichmann à Jérusalem. J'ai écouté pas mal de podcasts dessus, mais c'est vraiment une lecture que j'avais envie de préparer parce que le contresens est assez facile dans le cas d'Eichmann à Jérusalem. Donc je voulais me le garder et avant avoir vraiment anticiper encore une fois cette lecture, et ça je pense que ça va bien préparer la lecture. En tout cas je vous le dirai si j'arrive dans le cadre de ce vlog à lire Eichmann à Jérusalem, mais c'est vraiment un livre que je vous conseille, que vous vouliez lire Eichmann à Jérusalem ou que vous ayez déjà lu Eichmann à Jérusalem, parce que je pense que ça peut expliciter énormément de choses. Ensuite on continue, j'ai déjà beaucoup parlé, ce vlog va être hyper long je pense, mais bon c'est pas grave. J'ai aussi lu Karl Marx de Arendt, donc ça je l'ai terminé hier, donc pour le coup lui il est vraiment bien placé dans ce vlog. Ça a été une super découverte, c'est, je le dis dès maintenant, peut-être pour l'instant un des livres de Arendt que je conseillerais le plus pour ceux et celles qui voudraient s'initier à Arendt, parce que depuis quelques temps je parle pas mal de Arendt ici sur YouTube et sur Instagram, et très souvent j'ai la question de j'aimerais découvrir Arendt mais j'ai peur, par quoi commencer? Moi je conseillerais vraiment celui-ci parce que déjà on va y revenir, mais c'est un tout cohérent, c'est-à-dire que considération morale est quand même surtout intéressant quand on veut lire Eichmann à Jérusalem, quand on s'intéresse plus généralement à tout ce que sera la construction philosophique de Arendt avec Eichmann à Jérusalem, puis ensuite, alors que celui-ci, en tant que tel, se suffit, je pense, à lui-même, donc ça c'est vraiment super bien, et il est globalement assez accessible, même si, je vais aussi le dire dès maintenant, parce que ce sera le cas dans tous les livres de Arendt, Arendt n'est pas forcément une penseuse très facile. Je dirais que c'est une penseuse assez inégale dans la difficulté, c'est-à-dire que dans chaque texte, il y a des moments où ça passe très bien, mais il y a toujours une phrase, 2 phrases, 3 phrases, 10 phrases, parfois 20, où on se demande si on arrivera jusqu'à la fin et si on arrivera à tout comprendre. Donc elle n'est pas inaccessible, mais il faut savoir que potentiellement, quand on lit Arendt, il y aura un moment du texte qui sera peut-être un petit peu compliqué, et donc c'est le cas dans celui-ci, mais c'est le cas dans
tous, je pense, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et donc, pour en revenir à Karl Marx, c'est donc un livre où elle s'attaque à deux choses, je dirais. La première, c'est... en fait, la thématique principale, c'est quelle est la spécificité du marxisme et pourquoi le marxisme est peut-être une des pensées philosophiques les plus importantes que le monde moderne ait connues. Et elle essaye de montrer pourquoi. Alors bien sûr, elle part de ce qui est le plus évident, c'est-à-dire le marxisme est peut-être une des philosophies qui a réussi... Alors je ne sais pas si c'est une réussite ou un échec, ça c'est une question dont je vous laisse juge, mais qui a réussi à s'inscrire dans la politique. C'est-à-dire que si on pourrait établir des filiations entre Nietzsche et le nazisme, par exemple, ce seraient toujours des filiations qui seraient plus indirectes, en tout cas qui seraient des filiations médiées et pas automatiques. Alors que c'est vrai que entre le marxisme et le léninisme et même le stalinisme, il y a quand même une filiation qui paraît assez évidente, assez directe, et ça c'est une des spécificités du marxisme. C'est peut-être la première fois que véritablement on a une philosophie qui va être mobilisée dans le champ politique et qui va donner lieu à des régimes politiques, et pas n'importe lesquels, puisque on parle quand même d'un des régimes totalitaires du XXe siècle, donc même ça c'est intéressant en fait de voir est-ce que véritablement c'est du marxisme. Pour Arendt, non. Il y a une réutilisation, une perversion, en fait, un détournement du marxisme, mais c'est vrai que c'est un lien de filiation qui existe et qui est intéressant. C'est intéressant de se poser la question de pourquoi cette philosophie-là a été mobilisée alors que plein d'autres philosophies existait et ne l'avait jamais été. Mais ça, c'est pas le thème essentiel de Karl Marx, c'est peut-être le point de départ, le point d'entrée de cet essai, mais c'est clairement pas en fait la thématique essentielle. La thématique essentielle dans Karl Marx, c'est de s'interroger sur est-ce que le marxisme, et plutôt comment le marxisme est à la fois une pensée qui s'inscrit dans la continuité de l'histoire philosophique et des paradigmes philosophiques qui existent depuis Platon, et d'ailleurs Arendt, qui est une très grande historienne de la philosophie, je trouve, parce qu'elle a une culture philosophique totalement dingue et une capacité de synthétisation et de problématisation de l'histoire de la philosophie qui est assez fascinante, donc c'est une parenthèse, mais lire Arendt, c'est extrêmement stimulant intellectuellement, ne serait-ce que sur le plan purement méthodologique, donc au-delà de ce que vous allez en retirer en arguments purs, en démonstration pure, la méthode qui est employée et cette capacité de mobilisation de connaissances est toujours assez dingue et hyper fructueuse et hyper enrichissante et nourrissante intellectuellement. Fin de la parenthèse. Elle va donc montrer à la fois comment le marxisme s'inscrit dans la continuité donc des paradigmes philosophiques antérieurs, en mettant en lumière le fait que ça n'est pas parce qu'on opère des renversements de perspective ou des renversements de paradigmes que l'on quitte la structure de base et le paradigme de base, et comment de l'autre côté le marxisme est aussi peut-être une des pensées qui en ça est en rupture avec la tradition parce que met peut-être le doigt sur et du coup une pensée visionnaire sur ce que sera notre époque contemporaine, et notamment Arendt en fait va montrer comment Marx, qui va reprendre ce qui en ça est plus imputable d'abord à Hegel qu'à Marx, cette idée de l'histoire, donc le fait que nous sommes, alors je vais le dire de manière un peu grandiloquente, mais nous sommes des animaux historiques, donc ce qui définit les évolutions des sociétés et de ce que nous sommes, c'est avant tout l'histoire. Nous nous inscrivons dans l'histoire, et ça c'est hyper important avec Hegel parce que l'histoire c'est le mouvement, donc ça c'est une rupture importante, hein. On était plutôt depuis Platon dans des philosophies de l'essence, ou même Aristote défend l'idée que voilà, il y a de l'être, l'être existe, donc il n'y a pas une forme de mobilité permanente, et Hegel avec le concept d'histoire réintègre cette idée au contraire de mobilisme, de mouvement en fait, l'idée qu'on se construit dans le mouvement. La dialectique hegelienne c'est avant tout le mouvement, c'est ce qui est central dans l'idée, enfin c'est une des choses qui est centrale dans l'idée, et donc Marx va réutiliser cette idée d'histoire à laquelle il va adjoindre d'autres idées, et notamment le travail. Marx, pour Arendt, ce qui fait sa spécificité et ce qui fait sa dimension visionnaire et ce qui fait que c'est peut-être la pensée, ou en tout cas une des pensées les plus marquantes de son époque, c'est que Marx est le premier à dire, à partir de maintenant, l'être humain sera un être de travail. Et ça, c'est très différent de ce qui se passait avant, c'est-à-dire qu'on ne définissait pas, on n'a jamais défini dans la philosophie l'humain par rapport au travail. Le travail a toujours été un objet de la philosophie, mais c'était pas ce qui était moteur, c'était pas ce qui était central. On allait définir beaucoup plus l'être humain comme un être rationnel, par exemple. Donc quand Marx arrive et dit ça n'est pas vrai, l'être humain se définit parce qu'il travaille, et c'est ça qui est déterminant. En fait, là,
on a non seulement une pensée en rupture, mais aussi une pensée qui, je l'ai déjà dit, mais est visionnaire, parce que c'est une réalité aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que nous nous définissons par rapport au travail, le fait que nous admettons, par exemple, que des gens vivent extrêmement mal, dans des conditions totalement indécentes, parce qu'ils ne travaillent pas, nous semble admissible ou en tout cas envisageable. Et ça, c'est un motif qu'on retrouve en littérature. Quand j'ai lu Karl Marx, donc de Arendt, ça m'a fait penser notamment à On achète bien les chevaux d'Horace McCoy, où il y a ça en fait, cette idée de, eh bien, si vous ne travaillez pas, peu importe si ça n'est pas de votre faute, peu importe s'il n'y a pas de travail, peu importe si vous êtes malade, peu importe si vous êtes vieux, si vous êtes fatigué, eh bien, tant pis pour vous en fait. Puisque vous ne travaillez pas, vous êtes un parasite, là je dis de manière assez directe, mais c'est pour comprendre l'idée. Et ça c'est ce qui est hyper intéressant dans le marxisme, et c'est ce sur quoi insiste Arendt, c'est comment il est peut-être le premier à pointer du doigt ce qui est en train de devenir une réalité, c'est-à-dire cette centralité du travail dans nos vies, et ce qui le pousse aussi à redéfinir les concepts de liberté, les concepts de violence, etc. à la lumière de ça, et voilà, donc j'ai vraiment trouvé que c'était hyper intéressant. Je précise aussi parce que je pense que la question va m'être posée. Je pense pas qu'il faille vraiment connaître les théories marxistes pour véritablement apprécier. Alors bien sûr c'est mieux quand même de connaître Karl Marx. Plus vous connaissez Karl Marx, plus ça va vous intéresser et plus vous allez pouvoir être actif et active par rapport au texte, donc bien sûr. Mais je pense que des bases c'est quand même bien. Mais moi, je ne suis pas une spécialiste du marxisme, par exemple. J'ai lu le manifeste du Parti communiste et j'avais déjà étudié, mais il y a très longtemps, Karl Marx un peu. Donc, si vous ne vous sentez pas de l'aborder directement, peut-être lisez ou regardez. Il y a quand même pas mal de vulgarisation marxiste sur Internet. C'est un pan qui est quand même assez facilement trouvable. Et souvent, c'est assez bien fait parce que c'est des gens qui aiment bien ou que ça intéresse. Donc, vous pouvez assez facilement quand même trouver des introductions au marxisme qui sont pas mal et qui peut-être vous rendront la lecture plus facile. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir lu Le Capital. En même temps, qui a lu complètement Le Capital? Je crois qu'il y a 15 personnes sur la planète qui ont lu entièrement Le Capital. Passons. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un livre que je vous conseille et qui est un très bon livre, je pense, pour s'introduire à la pensée de Arendt. En tout cas, pour l'instant, parce que j'ai pas encore tout lu. Donc, voilà. Et sur ce, on arrive enfin au livre que je suis en train de lire. Actuellement, cette vidéo va être hyper longue. Vous allez vous taper genre 35 minutes de Arendt. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Donc j'ai commencé La liberté d'être libre de Hannah Arendt. Pareil, c'est aussi un texte qui a été publié à titre posthume, donc comme considération morale. Et pour le coup, là, c'est un livre sur la Révolution, où la thèse principale, c'est d'opposer liberté et libération. Donc elle reprend quelque chose qui est quand même qu'on retrouve dans d'autres pensées qu'Arendt, qui est est-ce que véritablement on peut avoir des prétentions politiques, avoir la prétention de faire partie des affaires publiques, donc d'être un acteur et une actrice de la politique, sans jamais avoir expérimenté cela et sans avoir la possibilité de le faire. C'est-à-dire que en fait, Arendt va opposer les concepts de liberté et de libération en disant est-ce que des gens qui sont dans un état de misère, qui sont dans un état de peur, qui sont dans un état d'incertitude permanente, des gens également qui sont privés en fait totalement d'accès au monde public, d'accès au monde politique, est-ce que ces gens peuvent penser la révolution, penser la liberté et avoir envie d'être libre? Donc c'est assez intéressant, pour le coup c'est pas peut-être aussi novateur que d'autres textes de Arendt, parce que encore une fois ça c'est des idées qui irriguent un peu l'histoire de la philosophie. Voilà, est-ce que le bien-être matériel est une condition de la liberté, une condition pour penser la liberté, ou est-ce que au contraire le bien-être matériel, ça on trouverait plutôt ça chez Tocqueville, va nous rendre beaucoup plus malléables, beaucoup plus passifs, beaucoup plus attentifs. Je dis on trouve ça chez Tocqueville, mais vous avez aussi par exemple dans Le ventre de Paris de Zola, quand il décrit les habitants des Halles, il y a un peu cette idée de voilà, c'est des gens qui sont bien, qui ont à manger et donc qui se préoccupent plus du tout de politique et qui n'ont rien à faire que Napoléon III soit en train de totalement saccager les libertés publiques. Donc voilà, ça s'inscrit dans une opposition qui pour le coup est plus ancienne que Arendt, qui a déjà été développée, dont on est peut-être déjà familière, mais bon déjà c'est Arendt donc ça reste intéressant et surtout c'est pas mal parce que ça permet aussi de cerner certaines des obsessions de Hannah Arendt, ce que je dis de manière pas du tout péjorative, hein, je précise, chez Arendt, il y a vraiment cette idée de la vie politique, le politique est quelque chose de fondamental en fait, et d'extrêmement important. Elle en parle un peu aussi dans Karl Marx, notamment, elle est très critique du sorte de déni qu'a la philosophie, enfin c'est pas du déni, du dédain plutôt, qu'a la philosophie vis-à-vis de la politique, parce que pour elle, c'est vraiment quelque chose
d'extrêmement important et c'est quelque chose qui revient d'ailleurs dans d'autres de ses textes dont on aura probablement l'occasion de reparler. Donc ça c'est pour l'instant assez intéressant. Ça se lit bien aussi pour le coup parce que lui est vraiment très accessible je trouve, même plus accessible que les deux que je vous ai montrés. Et voilà, donc je vais l'avancer, essayer de le terminer et puis je vous reprendrai dans ce vlog. Alors je vous retrouve non pas dans le cadre de ce vlog, mais plus tard, c'est-à-dire au moment du montage de ce vlog. Je me suis rendu compte qu'il était hyper long, puisqu'en ayant tout monté, j'ai quasiment 1 heure, ce qui est un peu long pour une seule vidéo. Donc j'ai décidé que j'allais couper en deux. Donc là, ce que vous avez vu, c'est la première partie du vlog, dans laquelle je vous ai donc parlé de considération morale, Karl Marx et un tout petit peu de la liberté d'être libre. Et je ferai une autre vidéo, donc je vous publierai plutôt parce qu'elle est déjà faite, hein, du coup j'ai déjà filmé les plans du vlog. Je vous publierai donc une autre vidéo sur la suite de ma découverte de Hannah Arendt la semaine qui s'est écoulée, dans laquelle on finira de parler de la liberté d'être libre, dans laquelle on parlera aussi de Eichmann à Jérusalem et d'autres textes dont je ne vous donne pas les noms tout de suite, vous les découvrirez dans la prochaine vidéo. J'espère vraiment que ce premier volet de ce vlog vous a plu, j'espère que ça vous aura aussi donné envie, alors déjà de découvrir les textes de Arendt dont je vous ai parlé dans ce vlog, et puis de découvrir aussi la prochaine vidéo dans laquelle on continuera de parler d'Hannah Arendt, dans laquelle je vous continuerai de vous emmener dans mes aventures avec Hannah Arendt, et voilà. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire de très très bonnes lectures. Salut!